Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Internet est dans le pré. C'est le titre d'un livre d'Hervé Pillot qui avait marqué les esprits il y a 2 ans et qui expliquait que le monde agricole était, comme les autres secteurs, impacté par le numérique et Internet. Internet est dans le pré, ce pourrait être le titre de notre émission. Ordinateurs embarqués dans les tracteurs, robots de traite, drones, consoles tactiles, le numérique fait déjà partie du quotidien des agriculteurs. Dans cette émission, on ne va pas revenir dans le détail sur toute cette révolution, mais on va s'attacher à comprendre comment les exploitations vont devenir dans le futur de plus en plus intelligentes. Comment va arriver le pilotage 4.0 de l'exploitation agricole. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Rémi Van Hasbroek, responsable marché agriculture à la Chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Pascal Collard, agriculteur dans la Marne, président de la FDGEDA et membre du bureau de la Chambre d'agriculture de la Marne. Bonjour à vous. Bonjour. Et dernier témoin, Jean-Michel Écochard, directeur marché à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour. Bienvenue à vous. On va d'abord faire un premier tour de table pour faire un constat. Le pilotage numérique d'une exploitation, c'est déjà une réalité, n'est-ce pas, Rémi Van Hasbroek? Oui, tout à fait. Le pilotage numérique est déjà présent au sein des exploitations. Un pilotage technique, tout d'abord, puisqu'on va pouvoir utiliser le numérique pour, notamment dans la fertilisation azotée, par exemple. C'est là le premier espace technique où on utilise vraiment ce pilotage numérique avec des calculs de doses, etc. Donc, et des outils numériques. On utilise la technologie satellite depuis de nombreuses années. Donc il y a déjà cet aspect technique où il y a un pilotage. Un pilotage économique possible aussi derrière, sur des logiciels de traçabilité et de pilotage économique, puisqu'on va pouvoir saisir les informations sur un ordinateur qui va vous faire les analyses et puis vous donner des indicateurs pour vous aider à piloter la stratégie de votre exploitation, par exemple. Donc voilà 2 thématiques. Même constat pour vous, Jean-Michel Écochard, le numérique fait quand même déjà partie du quotidien du monde agricole. Ah bah, tout à fait. Je ferai le parallèle peut-être plutôt dans le monde de l'élevage avec les robots de traite qui apportent déjà énormément de facilité pour le métier d'éleveur. Le robot de traite, c'est vraiment pratiquement un système un peu automatique qui permet à une vache… Ah bah, le robot gère entièrement les opérations de traite H24 et la vache va se faire traire autant de fois qu'elle le veut, qu'elle le désire. Tout ça, c'est évidemment combiné avec un robot qui permet de distribuer les aliments à la vache. Ça ne dispense pas l'agriculteur d'être présent à proximité, mais il n'est plus présent avec une présence physique d'astreinte, de travail effectif à des heures régulières. C'est plus une présence de proximité pour être là en cas d'incident. Pascal Collard, dans votre exploitation, comment le numérique est déjà installé ? Il est arrivé depuis longtemps, donc avec des outils informatiques autonomes, donc les logiciels de traçabilité, avec un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler au bureau pour prévoir, anticiper ce qu'on va faire dans les parcelles. La particularité de notre exploitation, c'est qu'on a cru depuis un certain temps au numérique. Donc on a un certain nombre d'outils connectés. Moi j'utilise le système K-Field de chez Nextstep qui enregistre automatiquement les traitements et donc qui permet d'intégrer directement sur une application l'ensemble des applications phytosanitaires par parcelle avec un certain nombre de sécurité, d'alarmes, etc. Vous avez un rapport automatisé de tout cela, c'est ça? Et instantané. Et instantané. Donc l'avantage, entre autres, c'est d'avoir une crédibilité par rapport à la traçabilité. Bon, après, il y a quelques limites dont on pourra parler plus tard. Hein. Mais aujourd'hui, on est en temps réel par rapport à des outils connectés, interconnectés, puisqu'on a plusieurs boîtiers qui travaillent directement avec un serveur sur lequel on peut accéder et avec un délai de temps extrêmement court. Alors, on a aussi d'autres outils connectés, notamment des stations météo et puis des stations de relevé de sondes watermark, des sondes tensiométriques qui permettent de mesurer la difficulté qu'ont les plantes pour extraire l'eau du sol et permettent de déclencher l'irrigation de la façon la plus opportune possible. Donc le numérique a déjà changé votre vie de professionnel? Oui. Ça change notre vie, c'est un outil d'aide à la décision aujourd'hui qui nous permet, dans certains cas, d'anticiper et d'optimiser nos interventions et aussi un outil de traçabilité pour les applications phytosanitaires qui nous permet, dans les productions qu'on a sur l'exploitation, à savoir des cultures légumières, de gagner en crédibilité par rapport à l'industriel et aussi par rapport au client final. Et plus de confort, plus de tranquillité?
Un peu plus, mais on en reviendra tout à l'heure. On est encore dans les débuts. Et ce que je regrette en tant qu'utilisateur, c'est de ne pas avoir l'interconnexion des différents outils. Et justement, on en reparlera. Rémi Van Hansbroek, parmi les outils à disposition actuellement des agriculteurs, il y a Mes Parcelles. Décrivez-nous ce dispositif. Donc Mes Parcelles fait partie de ces logiciels dits de traçabilité. Historiquement, ils ont été créés pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculteur a besoin de saisir l'ensemble des opérations qu'il réalise sur ses parcelles pour ensuite pouvoir justifier auprès de l'ensemble du consommateur final des traitements qui ont été réalisés. Et cet enregistrement a été un peu fastidieux, donc l'informatique a permis d'aller plus vite, de saisir ça sur ordinateur. Donc Mes Parcelles, c'est la solution proposée par les chambres d'agriculture pour réaliser cette opération-là. Et l'évolution de ces logiciels aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer de plus en plus de données et on va pouvoir y intégrer du coup aussi des notions de temps de main-d'œuvre, de temps de travail, etc. pour aller plus loin derrière dans le pilotage de son exploitation. Ça veut dire, Jean-Michel Cochard, que cette plateforme Mes Parcelles va devenir une sorte de rapport multi-activité, multifonctionnalité? Notre objectif, c'est d'en faire un peu l'interface qui est capable de faire, déjà d'enregistrer, de stocker et de faire interagir ces données. Parce que effectivement, la partie, notre objectif, c'est demain de supprimer le plus possible, de faire disparaître quasiment la saisie manuelle, sachant qu'elle est fastidieuse, lourde et cause d'erreurs. Alors que dès l'instant où on pourra automatiser entièrement la saisie de l'enregistrement des données par des outils, par des objets connectés, qui iront enregistrer sur cette plateforme, eh bien on n'aura plus d'erreurs, on n'aura plus, ça se fera, à l'insu de l'agriculteur, complètement. On le voit, le numérique est vraiment partie intégrante de la vie des agriculteurs. Jean-Michel Cochard, il y a encore des besoins. Il y a des développements numériques, évidemment, qui pourraient encore plus faciliter la vie de ces agriculteurs. Sur des opérations de protection de culture, par exemple, on peut imaginer quelque chose de plus global? Évidemment, dès l'instant où on peut faire interconnecter des stations météo, des observations qu'on pourra réaliser toujours à la parcelle, des modèles épidémiologiques, on va évidemment être capable d'anticiper et de prévoir le développement des maladies, donc de prévoir les bons traitements au bon moment, à la bonne dose. Et en plus, avec les capacités de géolocalisation qu'on a maintenant sur quasiment tout, sur nos smartphones, sur tous les tracteurs, les enjambeurs, eh bien on va pouvoir localiser les interventions, les supprimer à certaines places, les renforcer à d'autres. Pascal Collard, vous disiez au début de cette émission que vous disposiez d'outils numériques, mais que vous n'aviez pas totalement la boîte à outils. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Clairement, aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils qui sont tous très spécifiques, mais on n'a pas cette interconnexion, c'est-à-dire, est-ce que Jean-Michel il a tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a forcément un passage manuel. Et ce qui donnera en crédibilité par rapport à nos outils de calcul, par rapport à notre façon d'avoir une traçabilité irréprochable, c'est cette automatisation de transmission de données. Moi, je me base toujours sur ce que font les industriels. Dans une industrie quelconque, on a très peu d'intervention manuelle, voire pas du tout. Donc c'est les automates, c'est l'informatique qui gère, on va dire, les approvisionnements, qui les trace, qui gère le process, qui affecte des numéros de lot et qui permet, en cas d'incident, de bien isoler le lot et de remédier à toute éventualité de problème. L'agriculture est restée sur un système d'enregistrement manuel. L'agriculture aujourd'hui doit évoluer comme le font toutes les branches de l'économie. Et je pense que l'avenir aujourd'hui, c'est d'avoir un logiciel de traçabilité central, avec un certain nombre d'interconnexions qui se font directement pour éviter les erreurs, pour éviter aussi peut-être parfois quelques arrondis et puis donner de la crédibilité à nos calculs pour préparer les interventions et ensuite pour les enregistrer. Rémi Van Hansbroek, c'est ça peut-être le pilotage 4.0 de l'exploitation, c'est d'avoir cette automatisation globale des données et le fait qu'on ait un pilotage complet de son exploitation dans le futur. Oui, l'idée c'est que du coup, tout étant interconnecté, on maîtrise en permanence finalement l'ensemble du système. On arrive finalement à avoir des données qui viennent de capteurs de l'ensemble des parcelles très fines en permanence, entrer dans des modèles de plus en plus fins, avec des puissances de calcul d'ordinateur qui augmentent, qui permettent du coup d'avoir des réponses instantanées et qui donnent du coup de prendre la bonne décision au bon moment. Et derrière, Jean-Michel l'a évoqué, on va pouvoir appliquer le produit en plus hyper localisé. Donc on a vraiment
un pilotage très précis de nos exploitations en termes d'intervention. Jean-Michel Écochard, c'est bien d'avoir des données, mais encore faut-il qu'elles soient de qualité. C'est ça aussi l'enjeu. Absolument, mais aujourd'hui, l'acquisition de la donnée de qualité, l'acquisition de toute donnée a un coût. Et aujourd'hui, ces coûts sont en train de s'effondrer parce que quasiment tous les outils, tous les objets sont connectés ou connectables facilement. Et géolocalisables assez facilement. Donc, j'allais dire, on va disposer effectivement d'une masse considérable de données qu'il va falloir par contre effectivement être capable d'analyser. Donc Rémi parlait de capacité de calcul. On commence à entrer dans l'ère du big data qu'on ne maîtrise pas encore bien aujourd'hui. On en imagine, enfin on en pressent les possibilités, mais on ne les mesure pas encore complètement aujourd'hui. Le big data, justement, c'est le deuxième enjeu peut-être de ce pilotage 4.0 de l'exploitation. Rémi Evansbrook, rappelez-nous ce que c'est déjà le big data, si on peut résumer cette énorme machine, cette chose-là. Le big data est en termes de plus en plus utilisé. En fait, c'est simplement l'idée de se dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de capteurs, même nous d'ailleurs, on peut sortir du monde agricole, grand public. Tout le monde porte des capteurs ce soir avec le smartphone, il récupère de l'information et ça c'est stocké. Et donc on a aujourd'hui de plus en plus d'informations. Et finalement, le nerf de la guerre, c'est pas tant d'acquérir de l'information, mais c'est bien de traiter ces volumes faramineux de données. Et donc c'est ça la difficulté. Et c'est là-dessus que travaille aujourd'hui l'ensemble des startups du monde numérique. Traiter ces données. Et donc pour l'agricole, de l'information on en a partout. Le tracteur est bourré de capteurs, on en rajoute derrière dans les parcelles, etc. Donc il faut traiter ces données. Et donc le nerf de la guerre, c'est bien de se trouver les bons algorithmes, les bons modèles pour les traiter et en faire une information valable et pertinente pour prendre une bonne décision. Voilà, comme Google traite les données de n'importe quel kidam lorsqu'il est sur son ordinateur, eh bien, le monde agricole peut aussi collecter ces données pour des usages. Mais justement, ces usages, ils peuvent être multiples. Peut-être que vous attendez, vous avez déjà un usage de Big Data à vocation commerciale et économique, c'est-à-dire vraiment une étude globale des marchés qui vous permettent à vous, agriculteurs, de vendre au meilleur moment à leur hache, si je puis dire. Oui, alors il existe, mais depuis un certain temps déjà, des études de marché qui permettent de vendre. Après, le big data, la crainte qu'on a aujourd'hui, pas forcément pour moi, pour le monde agricole, c'est de dire j'ai des données, je ne voudrais pas qu'elles se retrouvent sur le marché. Et c'est une vraie crainte pour un nombre d'agriculteurs important. Je suis intervenu sur des colloques pour justement parler du big data et la première réticence du public, c'est justement de dire mes données elles m'appartiennent, il est hors de question qu'elles sortent de chez moi. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de Google agricole qui s'empare de toutes les données que vous lui avez fournies? J'ai entendu dire que la publicité ciblée de Facebook lui rapportait 20 € par trimestre et par utilisateur. C'est des sommes faramineuses, ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, ce sont des enjeux considérables, colossaux, mais qui font peur. Parce que si Facebook ou Google sont capables de vendre aussi bien nos informations, ça veut dire qu'ils collectent énormément de choses. Ça veut dire qu'ils connaissent pratiquement tout de nous. Et je conçois aujourd'hui qu'en tant qu'exploitant, on puisse avoir une crainte. Et comment on fait pour se sécuriser par rapport à ce justement, danger? mais après, ma position personnelle, elle est de dire de toute façon, les choses d'aujourd'hui se savent. Les gens qui sont les plus vifs pour contester justement ce transfert de données sont les premiers à mettre une notification Facebook pour dire qu'ils étaient sur la foire de Châlons, sur le plateau télé. Vous dites que de toute façon, ça arrivera. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas vouloir freiner des quatre pattes en disant on a peur que les données arrivent je ne sais où. Moi, je suis convaincu que ça arrivera et qu'aujourd'hui, il faut être capable de faire avancer les choses dans le bon sens pour que ce soit un avantage pour nous. Alors après, l'autre problème, et c'est là que je voulais intervenir par rapport à ce que disait Rémi, c'est qu'à partir du moment où on a une modélisation, c'est l'informatique qui tend à prendre les décisions. Et le souci, c'est que l'agriculteur n'a pas non plus envie d'être à la merci des décisions d'un outil informatique. Imaginez demain vous avez l'ensemble des données de votre exploitation qui sont captées par des capteurs. Les capteurs intègrent les données dans un logiciel et imaginez que le dimanche matin c'est la communion de votre fils ou de votre fille et que vous avez une alarme qui vous dit attention, il faut aller traiter votre blé parce que vous avez un risque septoriose ou des pommes de terre ou je ne sais quelle culture. Donc forcément on ne peut pas imaginer que ça se passe tout à fait comme ça, auquel cas l'agriculteur deviendrait le robot de son outil informatique. Donc il faut quand même que l'agriculteur reste exploitant, qui supervise les choses, qui les gère, qui les anticipe et qui garde son métier d'agriculteur puisque toutes les maladies ne seront pas forcément pour l'instant modélisables et qu'il restera toujours quelques notions, on va dire, de choix personnels voilà, et aussi d'agronomie et que la machine n'est pas encore prête
d'être capable de faire. Mais vous évoquez un point important, Pascal Collard, c'est que le big data, cette somme de connaissances qu'on peut plus ou moins maîtriser, elle peut avoir une vocation agricole ou agronomique, si je puis dire. On va peut-être pouvoir tout savoir, synthétiser des maladies, comme dit Pascal Collard. C'est assez dingue. Je pense qu'effectivement, avec les algorithmes de plus en plus puissants, on va pouvoir établir des relations de cause à effet, mais multifactorielles qu'on est aujourd'hui incapable d'établir. Ça peut aussi révolutionner la façon, faire évoluer très fortement la façon dont on conduit de l'expérimentation. Peut-être que les expérimentations telles qu'on les conduit aujourd'hui n'ont plus d'avenir demain. Parce qu'on sera capable de faire mieux, plus puissant, plus vite, en faisant tourner des algorithmes et d'établir de nouvelles relations, de nouvelles règles de conseil, de nouvelles règles de décision. Rémi Van Hansbroek, j'ai un exemple comme ça qui se passe, je crois, en Côte d'Or, dans une parcelle de viticulture, entre 5 et 6 000 images par parcelle de moins de 1 hectare pour détecter des maladies, parce que finement, en multipliant les photos, on va réussir à détecter ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Des exemples comme ça, il y en a des centaines? Oui, il y a des choses qui arrivent de plus en plus. Vous évoquez cette capacité à détecter les maladies avant même que l'œil humain le voit. Alors voilà, en fonction des technologies, on peut évoquer des prises d'images extra rapides, des longueurs d'onde différentes, puisque finalement quand un champignon pousse sur une feuille, ça modifie l'information qu'elle renvoie au capteur, et donc du coup, on peut voir cette différence-là. Donc c'est des choses qui existent. Donc oui, on est capable aujourd'hui de détecter des maladies très tôt. On est capable de reconnaître des adventices par rapport à de la culture à côté. Voilà, donc aujourd'hui, des exemples comme ça, il y en a des millions, et même je pense qu'on n'imagine pas tout ce qu'on est encore capable de faire, parce que ces capteurs là, on pense à des capteurs un peu particuliers, mais on a aussi le smartphone tous sur nous, et cet outil là est aussi évolué de son côté, et donc ça devient un capteur de plus en plus performant aussi, et ça va rendre la capacité à attraper de l'information partout par tout le monde, donc ça va être encore formidable. Pascal Collard, vous êtes membre du bureau de la Chambre d'agriculture de la Marne. Est-ce que les agriculteurs, dans leur globalité, sont préparés à ce changement? Et est-ce qu'ils sont prêts à cette révolution en quelque sorte? Ce que dit Rémi, il a tout à fait raison. La plupart des agriculteurs aujourd'hui ont un smartphone. Donc la première marche, elle est franchie largement. L'usage est déjà là. Il y a plus qu'à, culturellement, aujourd'hui, on sait très bien. Personne ne sort de l'école, personne n'envisage de s'installer exploitant agricole sans avoir une maîtrise minimale de l'outil informatique. À partir du moment où on maîtrise l'outil informatique, on s'intéresse un peu à ce qui se fait à gauche, à droite, au moins dans son métier, je pense qu'on est prêt pour cette mutation. Rémi Van Hansbroek, est-ce que ça a un coût justement de s'adapter numériquement, si je puis utiliser ce terme, d'adapter numériquement son exploitation? Je dirais comme toute évolution technologique, c'est-à-dire que les premiers, il y a forcément un coût initial au démarrage pour les premiers parce que la technologie est nouvelle et donc il y a des coûts d'investissement de recherche qui vont être impactés aux premiers finalement. Mais très rapidement, et c'est le monde du numérique, très rapidement ces coûts-là sont dilués par le nombre. Et donc du coup, il y aura... Voilà, c'est quelque chose qui sera accessible très rapidement et de plus en plus. Aujourd'hui, le GPS est pratiquement équipé sur tous les tracteurs de série et ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui. Pascal Collard, vous disiez que évidemment l'agriculteur avait son smartphone. C'est une première aisance, si je puis dire, avec le numérique, mais il va peut-être falloir des formations quand même par rapport à des logiciels ou à des plateformes qui se complexifient, même si l'usage va être simplifié de plus en plus. Ça nécessite de la formation, non? Oui, bien sûr, il faut de la formation, mais il y a deux choses. Il faut de la formation, c'est évident, mais par contre, il faut aussi des logiciels facilement utilisables. La vocation de l'agriculteur, c'est pas d'être un programmeur informatique. Oui. Donc, chacun son métier. Vous achetez une voiture, vous n'êtes pas mécanicien pour la conduire. Donc, l'image, elle est la même. Aujourd'hui, il faut que les informaticiens se mettent à parler comme les agriculteurs, et avec un langage clair, un langage simple, avec des applications qui soient faciles, conviviales et assez fiables. Parce que le problème jusqu'à maintenant, c'est quand même la fiabilité des modèles informatiques. Et on sait tous que régulièrement, une application récente, elle plante, elle a besoin d'être initialisée. Et ça, c'est encore un petit souci. Bon, ça va très certainement avancer comme ça a avancé dans tous les autres domaines. Les banques aujourd'hui, toutes les agences fonctionnent entre elles. Des bugs, il y en a de temps en temps, mais de façon extrêmement rare. Et on ne s'occupe plus, quand on fait un virement sur son ordinateur, de savoir ce qui va se passer. Ça devient extrêmement simple, extrêmement fluide. Et je pense que l'agriculture, les applications au service de l'agriculture seront, à mon sens, aussi simples. Et à partir du moment où l'agriculteur aura cette volonté de s'intéresser et d'utiliser, je pense que ça se fera de façon relativement simple.
Jean-Michel Écochard, si l'on va encore plus loin dans le pilotage 4.0 de l'exploitation, on peut se dire que peut-être à terme, des robots vont remplacer des hommes. On commence les vendanges là, dans un territoire tellement marqué par ces vendanges qui font partie, on va dire, de la culture, de la tradition et tout. Vous imaginez-vous un jour des robots remplacer les hommes dans ces vendanges? Alors le robot pour vendanger, pourquoi pas? Je pense qu'on est sur quelque chose qui sera vraiment très complexe à mettre en place, hein, parce qu'on est dans le cadre de l'appellation Champagne, on doit couper la grappe entière. Donc il faut imaginer le robot qui détecte la grappe, qui détecte la queue de la grappe et qui va couper la queue de la grappe et qui redépose le raisin. Donc je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu compliqué, peut-être un peu futuriste, mais les choses vont tellement vite que pourquoi pas. Par contre, il y a des choses qui sont en termes de robots qui sont déjà quasiment opérationnelles, hein. Un robot qui désherbe mécaniquement ou chimiquement, automatiquement, la vigne sans que, alors avec un opérateur pour surveiller, ou pas d'ailleurs, mais ça on est à la veille que ça existe. Ouais. Et en termes de confort, d'efficience, de facilité de travail pour le viticulteur, surtout sur une opération comme le désherbage où les herbicides se raréfient, un robot qui désherbe mécaniquement, ben mon Dieu, c'est merveilleux. Rémi Van Hansbroek, des idées futuristes comme ça, pas tant futuristes que ça d'ailleurs, vous le disiez Jean-Michel Écochard, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, on peut imaginer des choses. On peut imaginer des choses assez folles de systèmes totalement intégrés où finalement l'automatisation va jusqu'au bout, puisque des tracteurs qui se conduisent tout seuls, c'est aujourd'hui possible. Réglementairement, c'est pas autorisé, mais on sait qu'on peut le faire. Donc à partir de là, on peut se dire, et alors on a déclenché l'opération, le tracteur se pilote tout seul, va automatiquement au champ faire l'intervention. Et après, je rejoins Pascal dans le débat de te dire quelle est la place de l'agriculteur finalement. Est-ce qu'il devient un manager de l'unité de production dans une réflexion plus au-dessus et moins dans la conduite du tracteur finalement. Voilà. Donc c'est des choses assez folles qu'on peut imaginer mais qui aujourd'hui sont possibles. Ce qui veut dire que le métier va sûrement changer. Pascal Collard, le mot de conclusion, finalement avec cette révolution numérique, vous êtes optimiste pour le métier d'exploitant agricole? Ah oui, oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas d'ailleurs. Que la technologie s'intéresse aussi au monde agricole, c'est plutôt flatteur. Qu'on puisse bénéficier d'outils performants pour avancer, pour avoir une agriculture plus précise, plus crédible, plus confortable peut-être. Je pense que voilà, on a tout intérêt à avancer dans ce sens, c'est mon avis personnel. Et ensuite, on posait tout à l'heure la question de l'agriculteur par rapport à la technologie. Il y a un point qui est important, il a été annoncé tout à l'heure que dans le Grand Est, l'agriculture était prête à recruter 17 000 emplois. Que ces emplois aujourd'hui, il faut savoir qu'on a besoin de gens formés notamment pour l'informatique, que c'est quelque chose d'intéressant, que c'est un challenge nouveau et qu'on sort de cette agriculture qui avait mauvaise image et dans laquelle on n'avait pas forcément envie de travailler et que l'agriculture c'est aussi des outils modernes, c'est aussi de l'informatique, c'est aussi des choses complexes, intelligentes, connectées, etc. Et que je pense que le challenge il est au niveau de l'agriculture, qu'il est aussi au niveau de l'emploi agricole et qu'on peut faire de belles choses, des choses ambitieuses, des choses intéressantes. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Je vous propose qu'on se retrouve dans 20 ans pour voir où en sont nos robots agricoles. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à dire d'ici 10-20 ans. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission sur l'affaire de Châlons.